Salam alaikum, Azul, bonsoir. Un rapport de la Banque mondiale de juillet 2016 lance un véritable pavé dans le cloaque du pouvoir algérien. Quelques jours seulement avant la parution de cette accablante analyse, Abdelmalek Sellal, le Premier ministre algérien, avait publiquement affirmé à El-Bouari que les réserves de change ne baisseront pas en deçà des 100 milliards de dollars. Quelles qu'en seront les circonstances? Ce sont là ses propres termes. Quelles qu'en seront les conséquences? C'est ce qu'il a dit à El-Bouari le 14 juillet. Or, ce dernier diagnostic de la situation algérienne par la Banque mondiale prévoit une réduction vertigineuse de ses réserves de change à environ 60 milliards de dollars en 2018. 60 milliards, c'est-à-dire bien en deçà des 100 milliards promis par Abdelmalek Sellal. Ce rapport a jeté un éclairage particulièrement inquiétant sur la situation et qui a fait sortir les observateurs les plus tièdes de leurs réserves habituelles. Ce qui a fait dire à certains parmi eux que ce diagnostic est une sonnette d'alarme. D'autres prévoient que le pays vivra un choc économique et financier quand il atteindra cette butée, c'est-à-dire en 2018. En fait, ce rapport a surtout fait ressortir que l'Algérie est en totale dépendance de ses ressources hydrocarbures, secret de polichinelle, me diriez-vous, et que ce qu'elle vit, ce qu'elle vivra, ne dépend et ne dépendra que des fluctuations des prix de ce produit, le pétrole et le gaz. Jugez-en, ce sont là des termes contenus dans le rapport. Ce sont des termes littéraux. L'effondrement du prix des pétroles a grévé les finances publiques, la balance commerciale et les réserves de change. Fin de citation. L'analyse fait ressortir par ailleurs que le pays dépend de ses ressources hydrocarbures à 95% pour ses exportations et à 75% pour ses recettes publiques. En clair, le pays n'exporte quasiment que des hydrocarbures et que pour les impôts, les taxes et les cotisations sociales, 75% de ces ressources proviennent du seul secteur des hydrocarbures. C'est dire. L'analyse prédit une forte dépréciation de la monnaie locale et semble suggérer une situation très difficile avec l'impératif possible d'aller vers le recours à des emprunts extérieurs et à d'autres extrémités très dures si le baril chute à moins de 35 $ le baril. D'autres chiffres, tout aussi alarmants les uns que les autres, interpellent l'opinion publique. Pour le moment, pas de réaction appropriée du sérail. Aujourd'hui, Maghreb émergent. Algérie, selon un rapport de la MB, les réserves de change à 60 milliards de dollars en 2018 par Abdelrahman Mebtoul. Le matin d'Algérie. Réserve de change de l'Algérie, la Banque mondiale tire la sonnette d'alarme. Impact 24. Banque mondiale, l'Algérie subira le vrai choc financier en 2018 par Ammar Neit Messaoud. Pourtant, vous venez d'écouter les titres, et pourtant, un ministre algérien, le ministre de l'Intérieur, a déclaré il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps, vous allez écouter lui-même ce qu'il va vous dire. Non, nous ne traversons aucune crise financière. Oui, vous avez bien compris. Un pays en pleine crise est un pays qui ne possède pas de richesse, qui n'a pas de source d'énergie et qui ne possède pas tout ce que notre pays a actuellement. Voilà, vous l'avez entendu, il n'y a pas de crise
économique ni financière dans le pays. Aujourd'hui, avec nous, donc, j'ai le plaisir de recevoir Farhat Aitali, expert financier, et Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Farhat Aitali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, Jamal. Merci. Bonsoir. Merci, bonsoir. Alors, avant d'aller vers donc, la discussion sur ce rapport de la Banque mondiale, j'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. Moi, je n'ai pas de connaissances approfondies en matière économique, financière. Et donc, en préparant cette émission, je cherchais des chiffres et d'autres. Et je suis tombé sur un chiffre qui parle de subvention, hein, pas de la valeur qui a servi à s'approprier le produit dont je vais parler, de la subvention seulement, du carburant qui est importé en Algérie, du carburant qui est importé ou dont une partie est produite en Algérie. La subvention serait en 2014, selon Benachnou lui-même, hein, serait de 12 milliards de dollars. 12 milliards de dollars en 2014. Et attendez, selon TSA, dans un article du 28 mars 2016, sous le titre « Subvention parc automobile, santé, le détail des dépenses de l'État pour 2016 », voilà ce qu'il dit. L'on ne trouve pas de traces de subvention du carburant, parce que c'est totalement occulté, c'est quasiment secret, qui équivaut pourtant jusqu'à 12% du PIB, selon le FMI. Alors, d'abord, quel est le montant du PIB algérien, Farhat Aitali? Enfin, si on le calcule en dinars courants, actuellement pour 2016, le PIB prévisionnel, il est un petit peu de l'ordre de 18 milliards de dinars. Et en dollars? En dollars, aux environs de 166 milliards de dollars, selon les prévisions du FMI. Donc s'il est de 166 milliards de dollars et que la subvention des carburants est de 12%, c'est-à-dire que c'est plus que 12%, c'est plus que 12 milliards, c'est l'équivalent de 17 à 18 milliards de dollars de subvention. Disons qu'il faut trop prendre les ratios qui sont lancés comme ça, mon porte-pièce, quand on parle de 12% du PIB, en général c'est la subvention énergétique, pas sur les carburants. Carburant, énergie électrique aussi, hein, et gaz pour la consommation domestique. Et l'intégralité des consommations énergétiques du pays. Mais pour les carburants, ça tourne à peu près autour de 12 milliards de dollars. Ça, c'est plausible. Mais vous ne trouvez pas ce chiffre, à supposer que ce n'est que 12 milliards de dollars, vous ne trouvez pas que ce chiffre est totalement hallucinant? 12 milliards de dollars que pour les véhicules, ça veut dire 4 fois le prix du coût général, global, des subventions des produits alimentaires de première nécessité. Eh bien, il faudrait voir aussi que nous consommons aux environs de 17 milliards de litres, à peu près 16,5 millions de tonnes de carburant, tous confondus, mais avec une prééminence ces dernières années pour le gazole. Parce que le gazole, il est utilisé, déjà que le parc, il s'est dieselisé ces dernières années, sans compter qu'il y a le parc camion, transport public, le transport maritime, il y a aussi pratiquement l'outillage agricole. Donc on peut dire que pour le gasoil, on est à peu près à 80% de la consommation globale, sans compter les contrebandes. Parce que, bon an, mal an, il y a quand même 1,5 milliard à 2 milliards qui prennent la tangente pas de frontières. Tout ce moment-là aussi, ça demande justement sur les quantités importées, mais aussi sur les subventions. C'est d'ailleurs ces subventions qui créent cette espèce d'appel vers la contrebande. Farhat Aitali, je vais vous interrompre, on ne vous entend pas très bien. On va voir avec le soutien technique pour essayer peut-être que vous allez vous déplacer un petit peu, pour essayer de vous capter un peu mieux. Et je reçois Sofiane Gilali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sofiane Gilali. C'est moi, je vous salue ainsi que votre invité, M. Farhat Aitali, dont les analyses sont très appréciées. Merci. Alors, avant de rentrer dans cette histoire de rapport de la Banque mondiale, même question que pour Farhat Aitali. Pourquoi l'État, le régime ou le pouvoir, on l'appelle comme on veut, cache-t-il cette subvention qu'il apporte au carburant et qui est complètement, absolument cauchemardesque? Elle serait au moins de 12 milliards de dollars par an. Pourquoi l'État cache-t-il un tel chiffre?
Je pense que l'État ne cache pas seulement la subvention exacte au carburant, mais il cache beaucoup de subventions en général parce que d'abord, il n'a pas l'esprit du détail. Ça ne l'intéresse pas fondamentalement et puis surtout, il n'a pas envie de montrer ses défaillances, ses failles, parce que tous les Algériens auraient dit comment se fait-il, nous, Algérie, pays producteur d'hydrocarbures, on importe autant les carburants parce qu'au final, ce que consomme l'automobiliste en général, c'est un carburant importé, que ce soit du sans-plomb ou du diesel. Or, il n'y a eu aucune politique d'autonomisation de la production nationale en ces éléments essentiels et vitaux pour le fonctionnement d'une économie normale. Mais pourquoi d'abord, il faut préciser que c'est 12 milliards de dollars. Ce n'est pas le coût total du carburant acquis par l'Algérie. C'est la subvention. Ça veut dire pour en faire le carburant le moins cher au monde, pour permettre aux automobilistes de pouvoir faire le plein au taux le moins cher au monde. C'est uniquement le taux de la subvention. Oui. Mais pourquoi cache-t-il? Est-ce parce que ça profite de manière indirecte à tous les concessionnaires automobiles qui sont les clients et les parentèles du régime? Est-ce pour d'autres raisons? Pourquoi une telle saignée? Et pourquoi la cacher? En fait, il faut voir exactement la structure de cette subvention. Je pense que c'est comparé au prix du marché international, les hydrocarbures revendus dans le cadre de la consommation énergétique générale qui donne cette somme-là. Par exemple, le gaz pour faire tourner les centrales électriques ou certaines centrales fonctionnent avec d'autres carburants, mais globalement, on ne fonctionne qu'avec les hydrocarbures, le solaire ou l'éolien étant absolument insignifiant. Donc c'est toute la subvention énergétique à partir des hydrocarbures qui doit être à un peu plus de 12, peut-être jusqu'à 18 milliards de dollars, mais c'est plus par rapport aux pertes ou à l'argent non récupéré par la vente de ces hydrocarbures par rapport au prix mondial. Monsieur Angélali, nous retournons à Farhat Aïtali pour voir si on le capte mieux. Farhat Aïtali, vous êtes avec nous? Je suis avec vous, là, vous m'entendez mieux? Là, on vous entend très bien. J'espère que ça va rester comme ça. Je suis à l'extérieur, là, je suis sorti exprès pour qu'il y ait une meilleure écoute. Ah ben, merci beaucoup. Alors, d'abord, j'aimerais avoir votre réaction à ce rapport de la Banque mondiale. Et le rapport de la Banque mondiale, en vérité, c'est une reprise du rapport du FMI qui date du mois d'avril dernier. C'est pratiquement les mêmes gros agrégats et c'est même des perspectives un peu moins méchantes que celles du FMI qui tablait pratiquement sur 40 milliards de dollars de résidus de réserve de change en fin 2018. Donc la Banque mondiale a escompté éventuellement des économies sur les importations à venir du pays. Ils ont estimé que le déficit global de la balance de paiement pour 2017 et 2018 serait de 24 milliards de dollars au lieu de 35 pour 2016. Ça veut dire que les importations vont être réduites de façon drastique. Pas vraiment drastique, mais au moins il y aura une dizaine de milliards de dollars par année, enfin selon les estimations de la Banque mondiale. Estimations qui reposent aussi sur les affirmations du gouvernement algérien. Oui, ça veut dire que pour le moment, ce ne sont que des projections. Il n'y a rien de... C'est des projections, mais je pense que ce sera plus dramatique parce que je ne pense pas que le gouvernement saura économiser les 10 milliards de dollars que la Banque mondiale attend. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de faire descendre les importations à moins de 50 milliards de dollars, toutes dépenses confondues. Hein, parce qu'il y a les biens et les services. Chaque année, il est obligé de payer entre 10 et 12 milliards de dollars de services. Et quand le rapport parle que le pays dépend majoritairement des hydrocarbures à 95% pour ses exportations et à 75% pour ses recettes publiques, ça veut dire quoi en termes clairs? Si on s'en tient à la logique de la Banque mondiale, elle prend les ratios déclarés par les douanes algériennes en matière d'exportation. Mais dans les faits, le pays dépend à 100% des hydrocarbures, même pas à 98%.
Parce que les fameux 5% d'exportation hors hydrocarbures, c'est en majeure partie à 80% des produits dérivés des hydrocarbures, pour commencer. C'est même le gasoil qui est servi aux bateaux étrangers à quai à Alger ou le kérosène servi aux avions étrangers à Alger est considéré comme une exportation hors hydrocarbures. D'accord. Comme quoi. Et en plus, les autres produits locaux qui sont exportés, il y a quelques fruits et légumes, il y a un petit peu de poisson, mais pour le reste... Il y a quelques minerais, nous dit-on. Mais les quelques minerais, franchement, ça ne dépasse pas les 80 milliards de dollars, c'est du phosphate. Millions de dollars plutôt. À tout casser, c'est du phosphate. Même pas transformé. Donc, à la limite, nous dépendons intégralement des hydrocarbures. Pour ce qui est du budget de l'État, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que s'il y a une fiscalité pétrolière qui est relevée en amont sur les ventes de pétrole, qui représente à peu près 70% à 72% des exportations pétrolières, il y a aussi une fiscalité ordinaire qui paraît ordinaire, mais qui n'est pas induite à 50% par les importations qui elles-mêmes sont financées par la rente pétrolière. Donc pas de pétrole, pas d'importation, pas de taxation au port. Et c'est la moitié de la fiscalité ordinaire qui disparaît. Réellement, nous sommes plus que dépendants du pétrole. Nous sommes peut-être devenus dérivés du pétrole. Plus grave que ça. Oui, et alors, pourquoi D'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu, pour bien comprendre le problème, ce que sont ces réserves de change. D'abord, est-ce que c'est juste de l'argent? Est-ce que c'est aussi des réserves, la partie réserve or? Et ça veut dire quoi tout ça? Est-ce qu'il y a d'autres réserves éventuelles qui peuvent rentrer dans la même rubrique que cette fameuse réserve de change? Les réserves de change, c'est les réserves en devises cumulées sur les excédents de la balance de paiement du pays. Tout le différentiel entre les importations et les exportations qui n'a pas été dépensé est considéré comme réserve de change. Donc c'est des économies en devises de tout le pays, ce n'est pas la propriété du gouvernement. Il ne faut pas confondre ça avec les excédents de recettes fiscales, avec le fonds de régulation. Donc le problème qui se pose, les réserves en or, elles sont à peu près de 173 tonnes, c'est aux environs de 7 à 8 milliards de dollars au cours local actuel. On peut les rajouter comme réserve, c'est une garantie de la monnaie locale. Ce que les gens devraient savoir, c'est que quand on reçoit des dollars, il faudrait que ces dollars-là, pour qu'ils puissent être dépensés, pour qu'ils soient comptabilisés en dinars, en monnaie locale. Mais on ne va pas émettre des dinars sur l'intégralité des dollars reçus, mais sur le différentiel entre les dollars reçus à l'exportation et les dollars dépensés à l'importation. Donc l'excédent annuel, on doit lui imprimer des dinars équivalents. C'est le seul moyen de lui donner une contrepartie locale et de permettre aux nationaux d'accéder à cette devise à travers une monnaie, une équivalence. C'est comme si vous aviez un compte, les chèques que vous signez, vous les signez à hauteur de ce que vous avez dans le compte. Ils sont à hauteur du sol, pas à hauteur des mouvements. Si vous recevez 20 000 dinars dans votre compte et que vous en dépensiez 19 000, si vous devez signer un chèque, il sera de 1 000. Donc c'est ça nos réserves de change. Pourquoi les réserves de change, une autre question, pourquoi les réserves de change sont toujours déclarées, calculées en dollars? Est-ce qu'il n'y a pas de réserves de change en d'autres devises? On peut les libérer en plusieurs autres devises. Il y en a en euros, il y en a en yens. Elles sont un petit peu éparpillées en fonction de ce que la Banque centrale estime être un placement plus ou moins rentable, ou aussi un placement plus ou moins sécurisé. Mais le calcul global se fait dans une seule monnaie pour pouvoir avoir une idée des capacités du dinar algérien, des dinars en circulation en Algérie, à pouvoir accéder au marché extérieur. Donc il faut toujours avoir une monnaie de référence. Et comme le dollar est la monnaie de référence numéro 1 au niveau du monde, donc même les Chinois, leurs réserves, ils les libèrent en dollars. Alors qu'en général, ils ont même des placements dans leur propre monnaie. Restez avec nous, Farhat Aïtali. Je reviens à Soufiane Djilali. Soufiane Djilali, votre propre avis sur ce rapport de la Banque mondiale? C'est absolument pas une surprise. Je rappelle que le gouvernement avait dit il y a quelques mois
que l'Algérie avait de quoi se suffire pour 3 années à peu près en réserve de change. Donc on retombe exactement à 2018. Lorsqu'on voit les comptes de façon très globale, l'Algérie exportait aux alentours de 70 milliards de dollars de pétrole en 2013, 2012, 2013 et 2014. Tout le monde sait que les prix se sont réduits à peu près de moitié, un peu plus parfois selon les moments. Donc ça signifie que les entrées ne sont plus qu'aux alentours de 35 milliards. Elles ne seraient que de 26 milliards de dollars, nous dit-on, pour 2016, puisque le prix de référence a été en dessous des 50% lorsqu'on compare au prix de 2014. Donc tout ça fait que l'Algérie doit compenser en piochant dans ses réserves de change pour pouvoir continuer à importer, c'est-à-dire entre biens et services autour de 70 milliards de dollars en 2014. Avec toutes les compressions qui ont pu être faites, je pense qu'on peut descendre aux alentours de 60 milliards de dollars, mais pas beaucoup plus bas. Autrement dit, il nous manque 30 à 35 milliards annuellement pour combler le déficit. Et ces 30 ou 35 milliards de dollars sont récupérés, bien entendu, sur les réserves de change. On nous dit qu'à fin 2016, ces réserves de change ne seraient qu'à 116 milliards de dollars. Donc forcément, 2017, on en piochera 30 ou 35, et 2018, on piochera encore 30 ou 35, ce qui nous mène plutôt à 40 milliards de dollars fin 2018. Ceci si les éléments économiques continuent sur le même rythme. Or, le problème est que si le produit intérieur brut de l'Algérie est largement au-delà de ce que nous exportons, c'est-à-dire aux alentours de 166 ou 170 milliards, comme le précisait M. Farhat Ali, le problème est que le reste de l'activité économique est très fortement dépendante de cette ressource en hydrocarbures. Autrement dit, on ne fonctionne pas avec, disons globalement comme ça, 30 ou 35 milliards de dollars d'exportation de pétrole, et puis à côté, un peu plus de 100 milliards. Excusez-moi, j'ai mal entendu. Vous dites nous exportons, combien vous avez dit? Maintenant, autour de 35 milliards de dollars depuis 2 ans. Ah, d'accord, très bien. Il y a une baisse des recettes d'environ 50%. 50%. Mais Sellel a dit que quelles seront les conséquences, ça ne descendra pas en deçà de 100 milliards de dollars. Mais quelle mouche l'a piqué, ce monsieur? Oui, mais monsieur... Non, mais Sellel dit une chose et le contraire, tel que le ministre de l'Intérieur qu'on avait vu, 15 jours avant de faire la déclaration que vous aviez passée, il avait dit au Wali, nous n'avons plus aucun sou et ne comptez plus sur le pétrole. Mais M. Sellel peut aussi, il y a peut-être derrière une autre idée, c'est que si les réserves de change atteignent les 100 milliards de dollars, pour ne pas baisser un peu plus, l'Algérie se mettra à vendre des actifs de souveraineté. Je vous rappelle que l'idée... Par exemple, qu'est-ce que c'est les actifs de souveraineté? Qu'est-ce que c'est les actifs de souveraineté? Oui, le capital de Sonatrach, par exemple, de Sonatrach, de Sonelgaz, etc. C'est-à-dire récupérer des actifs en devise d'une autre façon, faire rentrer des intérêts de grands capitaux, des multinationales, à travers leur participation dans le capital de sociétés qui peuvent espérer vendre ces actions à l'extérieur. Il faut lier ça aussi au comportement général du gouvernement actuellement. Vous avez vu que sur le plan politique, on va vers une fermeture, ce qui semble être totalement paradoxal. On s'attendait avec un pouvoir affaibli par la crise qu'il aurait plutôt intérêt à s'ouvrir à l'opposition et à essayer de l'embarquer dans, disons, la gestion quotidienne. Or, le comportement est inverse. Avec la loi électorale, il essaye d'empêcher, au contraire, une ouverture politique. Son comportement aussi avec la presse, avec les hommes qui défendent les droits de l'homme, etc. Ça signifie que le pouvoir veut s'aménager une assemblée nationale dans laquelle ou par laquelle il va passer des lois de façon presque occulte.
ça signifie qu'il a des choses à faire et qu'il ne veut pas que l'opinion publique le sache à trop large échelle. Autrement dit, il me semble que la privatisation à outrance, l'ouverture du capital de sociétés sensibles doivent être à l'ordre du jour, mais ils doivent le faire plutôt en cachette que en laissant participer de l'opposition. Restez avec nous, Monsieur Al-Jilali. Je reviens à Farhat Aït-Ali. Mais Farhat Aït-Ali, connaissant un peu votre capacité pédagogique à expliciter certaines notions un peu difficiles à comprendre pour le non-initié. Donc, nous voudrions bien que vous essayiez de nous expliquer un peu dans le langage que nous comprenons tous. Donc, la Banque mondiale prévoit une réduction des réserves de change à un plancher de 60 milliards de dollars à peu près. Alors, pourquoi, selon vous, parce que nous, on ne comprend pas où est le danger, où est l'alarme, où est la sonnette d'alarme dont parlent les observateurs, puisque 60 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 2 ans pour puiser le manque à gagner qui est dû à la baisse des prix du pétrole. C'est-à-dire si on vend pour 30 à 35 milliards de dollars, on a besoin de 30 milliards de dollars à peu près pour combler ce plancher irrépressible au-dessous duquel on ne peut pas descendre, donc les 60 milliards à peu près à la louche comme ça. Donc il n'y a pas de problème normalement en 2018, si on a 60 milliards de dollars, on peut encore tenir 2 ans. Il y a un problème dans la compréhension de la problématique des réserves de change. Même le gouvernement il a participé à un petit peu égarer les gens sur la logique de cette perception. Il faut savoir que quand vous avez un certain montant en dollars qui représente votre réserve de change, chaque fois que ce montant-là baisse, la monnaie que vous avez émise en contrepartie de cette réserve, l'équivalent en monnaie, il y a une masse monétaire locale qui représente à peu près de 10 à 11 000 milliards de dinars. Cette équivalence-là, c'est elle qui fait la valeur du dinar. Chaque fois que vous descendez de 10 milliards, vous êtes obligé de réviser la valeur du dinar. C'est pour ça que d'ailleurs les révisions sont devenues quasiment hebdomadaires, où le dinar il perd 50 centimes, un dinar par rapport au dollar. Donc si on arrive, avant d'arriver à 60 milliards, quand on arrivera à la fin de l'année à 108 milliards et pas à 116 comme le dit le Premier ministre, quand on sera à 108 ou à 110 milliards de dollars, les fameux 33 milliards qui auront disparu entre-temps, en dollars, en équivalent dollars à l'étranger, ils n'auront pas disparu en monnaie locale. Donc le seul moyen de les faire circuler encore dans le circuit interne, de garder les mêmes dinars qui circulent, ou peut-être éventuellement même d'émettre encore de la monnaie pour pouvoir affronter certaines dépenses, comme les fameux intérêts obligataires, les intérêts bancaires, tout ça, c'est des missions monétaires. Il faudra rediviser la valeur de la masse monétaire existante localement par ce qui reste, le résiduel des fameuses réserves. Et chaque fois que les résiduels des réserves diminuent, en refaisant la division, on retrouve une nouvelle valeur du dinar. Donc on peut se retrouver à 60 milliards de dollars pour 12 000 milliards de dinars d'ici là. Si vous faites la division, vous allez vous retrouver tout simplement avec 200 dinars de dollars. Et avec un dollar à 200 dinars, si vous faites la division d'un salaire de 20 000 dinars, vous vous retrouvez avec 100 dollars comme salaire. 100 dollars dans un pays qui a une productivité locale interne, qui fournit par exemple 70% de ses produits sur sa propre production interne, le problème ne se pose pas. Les gens ne sont pas obligés d'accéder à la devise. Ils peuvent faire des échanges internes, comme beaucoup de pays qui vivent presque en autarcie. Mais dans un pays où 90% des besoins de la population les plus élémentaires sont importés, là, ça pose un sacré problème. Alors, vous êtes en train d'apporter de l'eau à un moulin à un invité précédent qui un jour m'a dit, pour bien expliquer aux gens, il m'a dit à ce rythme-là, il m'a dit en ce moment, les devises au marché noir en euros, il fait à peu près 18. Si ça continue comme ça, bientôt, il fera 30, 50. Un euro fera 50, 60 fois. Est-ce que vous êtes de son avis? Le problème qui va se poser pour ce qui est du marché parallèle de la devise, parce qu'il ne répond pas seulement à un besoin, mais il répond aussi aux capacités internes des détenteurs de dinars.
quand il y aura une baisse du dinar au niveau des banques, quand il sera par exemple à 200 dinars au niveau de la banque, les gens n'auront pas assez d'excédents en dinars pour pouvoir aller acheter au parallèle. Il y aura éventuellement une panique sur les gros détenteurs de monnaie locale qui vont essayer certainement d'acheter le maximum de devises sur le marché parallèle pour essayer de donner une dernière valeur à leur monnaie, à leur détention avant qu'elle n'équivale à zéro. Parce que dès qu'il y a une dévaluation massive, il y a la panique à bord. Ça veut dire que la demande sera telle que ça va faire flamber l'offre à des niveaux à peine imaginables. À des niveaux effarants. Mais ce qui va se passer après, c'est qu'une fois les détenteurs justement de ces montants-là, ils les auront transvasés vers les détenteurs de devises, il y aura un autre problème justement, c'est qu'il n'y aura pas assez d'argent dans la société pour pouvoir alimenter ce marché parallèle. Ce sera comme à une époque des années 80 où le franc n'était pas très cher, mais les gens n'étaient pas très demandeurs. Quand on se retrouve avec un salaire qui permet juste d'affronter 10 jours par mois. Et justement, Farhat Aïtali, vous venez à un sujet très intéressant et très préoccupant en même temps. En termes simples, qu'est-ce que la dévaluation et l'inflation vont avoir comme effet sur la vie du citoyen ordinaire? Justement, quand on parle de dévaluation, je le disais bien tout à l'heure, dans un pays où le citoyen a besoin pratiquement de tout importer, tout vient de l'étranger, automatiquement la vie quotidienne de ce citoyen va devenir infernale. Parce que quand on divise vos capacités d'achat par 2 ou par 3, évidemment les plus petits revenus vont se retrouver dans une situation assez intenable. Il se trouve que ces petits revenus, justement, sont des salariés. Ce n'est pas des gens non déclarés. La plupart des gens, c'est des pauvres malheureux salariés de l'État ou du privé. Ces gens-là, leur productivité va équivaloir à zéro. Et leur capacité à consommer aussi va pas être loin de ce zéro. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, ils ne seront pas très productifs. Déjà qu'ils ne sont pas assez. En plus, ils ne seront pas de bons consommateurs, donc ils ne seront pas de bons clients. Le gros des industries locales qui font pratiquement de la transformation de produits importés vont être touchés en même temps par la dévaluation, donc ils vont augmenter les prix, mais ils vont être touchés aussi en contrepartie, non seulement par une absence de productivité de la main-d'œuvre locale, mais ils vont être aussi touchés par son incapacité à acheter. Même aux anciens prix. Alors, on ouvre au nouveau prix. Imaginez une usine de jus, par exemple, qui vend 1 litre à 100 dinars maintenant. Elle sera obligée de la vendre à 250 dinars. Avec un salarié qui n'arrive pas à couvrir les dépenses élémentaires de nourriture de ses enfants ou même de scolarité, qui va acheter ce jus? Forcément, il y aura une sorte de faillite en chaîne. Le problème qui se pose... Et ça, faillite en chaîne, mais qui va commencer par le bas pour se répandre vers les couches supérieures. Ça veut dire que les premiers à payer très cher seront les plus défavorisés. De toute façon, dans toutes les récessions dans le monde entier, il y a une logique mathématique dans les récessions. Ceux qui sont tout à fait au fond de la cale sont les premiers à avoir monté l'eau, mais plus on avance, plus ils noient ceux qui sont au-dessus. Un bateau, ça prend pas l'eau d'en haut, ça prend l'eau d'en bas, ça c'est automatique. Mais ça ne veut pas dire que ceux d'en haut, ils vont s'en sortir en souriant. C'est une chaîne, c'est une gigantesque chaîne, c'est comme le crash de 29 aux États-Unis. Il y a eu quelques suicides parmi les riches, mais bon, il y a eu quand même des millions de chômeurs et de déshérités aux États-Unis, mais qui ont entraîné dans leur sillage les gros industriels qui, justement, sont servis en même temps comme main-d'œuvre, mais aussi en même temps comme levier de consommation. Donc, ceux qui disent que c'est bon, tranquillisez-vous, nous maîtrisons la situation, je ne sais pas, est-ce que c'est des irresponsables ou des fumistes, mais dans tous les cas de figure, avec un dinar à 200 dinars le dollar, le gros des salaires qui sont inférieurs à 40 000 dinars, je les vois très très mal affronter le quotidien. Restez avec nous, Farhat Aïtali. Soufiane Jilali, sur cette histoire d'évaluation, d'inflation qui se profile à l'horizon. Bien entendu, tout est lié. La dévalorisation du dinar s'accompagne forcément d'une inflation puisque la majorité des produits sont importés. Rajouter à cela le renchérissement de certains services publics tels que l'énergie, l'électricité et les carburants forcément. Tout ça va être encore augmenté, encore une fois. Tout cela va mener vers l'appauvrissement généralisé, il ne faut pas se cacher.
c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat qui doit descendre, diminuer, c'est la consommation qui doit être comprimée, sinon il n'y a pas possibilité d'y faire face puisqu'il n'y a plus de devises. À ce moment-là, bien sûr, la consommation diminue, la production ne trouvera plus de demande, il s'en suivra bien sûr le chômage parce qu'il y aura un chômage technique qui va se répandre. Les classes moyennes vont être atteintes parce que à un certain niveau, ce sont les produits importés qui étaient à la portée de cette classe moyenne qui vont plus pouvoir y accéder, etc. Donc c'est un appauvrissement généralisé, c'est la faillite d'un système. On ne peut pas faire vivre un pays en le branchant sur le robinet des hydrocarbures et en pensant que ça va rester éternel. Les hydrocarbures, soit par diminution de production, ce qu'on vit déjà, plus à rajouter la diminution du prix, tout cela va mener vraiment à un désastre généralisé. Mais le pouvoir ne veut pas lâcher. Il peut vous dire, en 2018, nous aurons encore 40 ou 60 milliards de dollars. Comparé à l'Égypte qui, elle, est endettée à 60 milliards de dollars, on a encore du champ et on a encore de la marge. Le problème est qu'entre-temps, tout va s'effondrer. Rappelons-nous que 75% de la paye des fonctionnaires provient de la fiscalité pétrolière. Autrement dit, 3 fonctionnaires sur 4 ne sont payés que grâce au pétrole. Mais tout cela va finir très très vite et à 60 milliards de dollars de réserve, c'est aussi les organismes de sécurité financière qui vont se retourner contre l'Algérie, tels que la COFAS, tels que les grands organismes qui ne vont plus garantir les achats à l'étranger. Donc on aura des difficultés démultipliées et entre-temps, nous aurions mis à plat tout l'appareil productif algérien puisqu'il est totalement extraverti. La matière première est importée, les matières intermédiaires ou les produits intermédiaires sont importés. Ce qu'on appelle industrie, en réalité, c'est juste un conditionnement ou une suite de ce qui se fait à l'étranger. Donc, au final, on a en Algérie un ensemble d'unités, soi-disant productives ou commerciales, mais qui sont en réalité des unités d'importation et de transformation à la marge de produits importés. Et ça, ce n'est plus viable. L'Algérie va devoir passer par une phase extrêmement difficile. Il faudra aller vite, mais bien, pour remettre sur pied le pays. Mais ça ne va pas être une simple affaire avec le pouvoir actuel. Mais est-ce que le pouvoir actuel, comme vous le qualifiez, ne va pas être tenté de recourir à des alternatives et d'autres, par exemple les emprunts extérieurs, le FMI? Oui, absolument, c'est la fuite en avant. C'est pour ça que je vous dis, il va nous donner la comparaison avec l'Égypte, dire que malgré tout, le pays n'est pas endetté, donc on peut se permettre un peu l'endettement. D'ailleurs, on entend beaucoup de discours qui préparent un peu l'opinion publique pour leur dire les grands pays développés sont tous endettés, donc le développement signifie l'endettement, ce qui est totalement absurde de réfléchir de cette façon-là. Mais bon, on prépare les gens. Mais est-ce que le système financier international peut prêter à l'Algérie suffisamment? Ça, c'est une autre question. On a vu le cas, par exemple, de la Grèce, ou même les difficultés actuelles d'un pays comme la France ou un pays comme l'Italie, qui risquent à tout moment de ne pas pouvoir rembourser au moins le capital de leur dette. Donc, c'est le système financier dans le monde est déjà en crise. Et rajouter une demande d'un pays comme l'Algérie, mais à fond perdu, parce que l'Algérie ne va pas s'endetter pour investir dans la production, elle n'est pas capable actuellement. Si le gouvernement s'endette, c'est pour combler les failles dans la consommation et dans le budget fonctionnement. Et ça serait complètement suicidaire. Nous allons demander à Farhat Aït-Ali son avis sur cette question. Farhat Aït-Ali, cette histoire d'endettement, est-ce que ça va être une alternative possible pour le régime? Une planche de salut? Certains à l'intérieur de la composante gouvernante du pays voient une planche de salut, mais personnellement, je ne pense pas qu'il puisse y avoir encore des bailleurs de fonds qui sont prêts à financer ce genre d'emprunt
qui est lourd quand même, parce que déficit budgétaire prévisionnel pour cette année d'environ 30 milliards de dollars, pour lequel le gouvernement n'a pu lever que 4 milliards et demi de dollars localement, après toute une campagne de publicité pour l'emprunt obligataire. Les gens déjà ils ne sont pas très confiants quand les citoyens du pays en question ne confient pas leur argent au trésor public. En plus, ils connaissent l'appétit dépensier du gouvernement, ils savent quelle est la destination finale. Mais justement, Farhat Aitali, à supposer, imaginons qu'ils vont trouver des bailleurs de fonds qui vont leur prêter autant d'argent pour combler les déficits, ces déficits énormes. Est-ce qu'ils vont leur permettre de mener les mêmes politiques d'anesthésie générale des masses, de dilapider autant d'argent pour endormir les gens, pour pouvoir mener le bateau à leur guise? Est-ce que les bailleurs, ceux qui vont prêter, les prêteurs, vont accepter une telle ligne de conduite économique? Justement, moi je ne suppose pas, parce que le FMI, dans son dernier rapport, il a très bien fixé dans ses tableaux d'accompagnement du rapport, quand même c'était un rapport de 54 pages, aux autorités ont lu la première page, mais dans l'un des tableaux, il était question d'un endettement cumulé du pays de 17 milliards de dollars à 2021. Ce qui revient à dire qu'il a fixé un petit peu les limites d'endettement annuel pour 2016-2017 à 1,9 milliard de dollars et pour 2017-2018 pratiquement de 4 milliards de dollars par exercice. Il n'a jamais été question pour le FMI. Quand le FMI vous met des prévisions d'endettement, c'est des limites physiques réelles qui fixent à sa capacité à vous garantir auprès d'éventuels... Ça veut dire des miettes pour un vorace, des miettes pour un glouton. Ça veut dire... Ces gens-là ne sont pas des malades mentaux et ils ne peuvent pas financer, bon an, mal an, des déficits ingérables de 25 milliards de dollars pour cette année, plus à partir de l'année prochaine des déficits de 30 milliards de dollars, ils ne peuvent pas les financer pendant des années. Ça donnera combien? Et quelle est la garantie de ce genre d'emprunt si on arrive à 100 milliards de dollars? Nos actifs actuels, si on les prend à la dévaluation, après amortissement quand même depuis les années 70, ils ne valent pas 100 milliards de dollars. Alors, Farhat Aitali, Sellal l'a dit, plusieurs ministres l'ont dit, non, même Roul l'a dit, pour vous dire. Ils ont dit non, nous allons terminer la dépendance hydrocarbures, nous allons créer une industrie, nous allons créer de l'agriculture, etc., etc. Sachant que l'industrie actuelle, ou du moins ce qu'on appelle industrie ou l'agriculture, sachant que selon certains économistes qui ont vraiment fait des calculs très approfondis, très professionnels, ils en sont arrivés à des conclusions du genre le poulet coûterait moins cher si on l'importait que si on le produisait là, puisque de toute façon le poulet est à 100% importé. L'huile qu'on dit produire en Algérie, etc., elle coûterait beaucoup moins cher et serait de meilleure qualité si on l'importait en l'état. C'est pour dire que cette industrie, cette agriculture dont on nous rebat les oreilles, en fait, c'est de la poudre aux yeux, je crois, non? De toute façon, jusqu'à présent, on s'est débrouillé pour que le gros de notre industrie ne soit pratiquement qu'une industrie de conditionnement ou de transformation, je dirais secondaire, même pas primaire, de produits semi-finis. Donc, il y a eu une politique qui a été menée à l'envers pour que le gros des chiffres d'affaires soit fait par des producteurs de yaourts, de jus, de produits de consommation courante, dont 100% des inputs sont importés, y compris les gobelets, les bouteilles, les bouchons. Mais si on n'avait pas détruit toute tentation d'aller investir à moyen long terme dans la machine-outil, dans l'outillage, dans le roulement, dans les aciers spéciaux, pour essayer de créer un minimum d'industrie d'équipements locaux, on aurait été capable non seulement de créer les matériaux nécessaires pour transformer nos propres matières premières, mais aussi d'aller investir dans une agriculture fiable et étudier. Ce qui va se passer, c'est que sous couvert de relance de l'agriculture et de l'industrie, nous allons débloquer les quelques derniers milliards de dollars qui restent pour financer des projets qui n'ont jamais été étudiés. À l'exemple du projet de Hadja,
Et on l'a remis aux Indiens à 800 000 tonnes par an et nous l'ont rendu à 150 000, 200 000 tonnes. Et nous avons un ministre qui parle de 13 millions de tonnes d'ici 2020. Alors quand des gens, ils vous promettent de multiplier par 8 ce qu'ils ont divisé par 8 en 10 ans d'aisance, alors qu'ils vous promettent de multiplier par 8 en 3 ans ou 4 ans de disette financière, là on peut dire que les propos des politiques n'engagent que ceux qui les croient. Une dernière question, je demanderai de répondre assez rapidement parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Est-ce que nous allons aller vers la fin des subventions, des soutiens des prix pour le carburant, pour les produits de première nécessité, produits alimentaires de première nécessité, etc. C'est un impératif économique et aussi un impératif moral, parce que ces subventions n'ont jamais profité aux cibles initiales désignées de ces subventions. Le gros des profiteurs de ces subventions sont pratiquement des gangs organisés de la base au sommet qui se sont débrouillés pour imputer à la population pratiquement le fruit de leur propre gain, de leur propre rapine, pour ainsi dire. Par exemple, là, pour apporter de l'eau à votre moulin, la subvention du sucre a surtout profité aux industriels qui vendent la limonade, le yaourt, le chocolat, le gâteau, etc. Et que ça ne va pas dans les poches des pauvres, comme la subvention des carburants. Si c'est que 12 milliards de dollars, il y a 2 milliards de dollars qui vont dans les poches des trabendistes qui exportent le produit. Merci beaucoup, Farhat Ait Ali. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Soufiane Djilali, une dernière question, la même. Est-ce que nous allons aller vers la fin des subventions, des soutiens des prix? Je crois que le réalisme l'impose et même la justice sociale, comme vient de le dire M. Farhat Ait Ali, il est clair que ceux qui en ont profité, ce n'est pas les plus pauvres. Maintenant, le système est face à lui-même. Si vous permettez juste un petit complément d'information par rapport à ce que disait tout à l'heure M. Ait Ali, sur l'emprunt obligataire. Ils ont récupéré, on dit 4 milliards de dollars, mais en réalité c'est un transfert d'argent en dinars qui était disponible dans les banques et qui était rémunéré à un taux très bas, à 1% par exemple, qui a été transféré à travers une société privée d'assurance qui va prélever au passage un pourcentage pour elle-même et donc pour les gens qui ont opéré ce transfert. Et cet argent qui était public dans les banques publiques est rentré dans le trésor et maintenant il coûtera 5% au pays. Donc c'est une très grosse arnaque et non pas une récupération d'argent qui était en dehors du circuit financier. Pardon de vous interrompre parce que vous nous dites là est énorme. Vous êtes en train de nous dire que ces fameux prêts obligataires, donc il y a une société privée d'assurance qui s'est incrustée entre les mécanismes pour prélever de l'argent, se remplir les poches? Bien sûr. C'est incroyable. Bien sûr. Ça. Puisque c'est le président du Forum des chefs d'entreprise qui a chapeauté la réunion qui a rassemblé les chefs d'entreprise publics et qui ont reçu instruction, bien entendu, par le gouvernement pour placer tout leur cash flow qui leur provient de la subvention étatique, pour placer cet argent-là en emprunt obligataire. Mais en passant à travers celui qui fait le montage, c'est une société privée. Et elle appartient à qui, sans indiscrétion? Je vous promets que ça ne sortira pas d'Alger. Je peux vous donner le nom, c'est l'assurance Matir, mais bien entendu, ce sont derrière les hommes qui ont maille à partir avec le pouvoir, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc l'argent de ces entreprises publiques qui étaient placées dans les banques et donc qui étaient déjà dans les circuits et disponibles pour l'emprunt, le crédit, etc., a été transféré tout simplement au trésor public maintenant en alourdissant le taux à 5% que devra payer le contribuable. Et bien sûr, au passage, 1% de cette somme va revenir à une entreprise privée. Merci, Soufiane Djilali. Merci, Farhat Ait Ali. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.